Autrefois joyeux, le spectacle était désormais un désastre public, entre procès, manifestations et bénéfices en chute. SeaWorld, autrefois attraction prisée, est aujourd'hui symbole de controverse et de cruauté animale. La fréquentation baisse, la confiance du public est brisée, et le contre-coup grandit chaque année. Comment la situation a-t-elle changé si vite, et les requins menacent-ils encore ce lieu autrefois familial? Découvrez-le dans cet épisode de The Infographics Show. Pourquoi SeaWorld échoue? Dans le monde des parcs à thème américain, il y a les poids lourds, et puis il y a tous les autres. En tête, Disney possède 2 parcs en Californie, un vaste complexe de 4 parcs en Floride, plus grand que certains pays, et des parcs en France, Chine, Hong Kong et Japon. Ceci s'ajoute à l'annonce récente aux Émirats Arabes Unis. En 2023, Disney a reçu 142 millions de visiteurs dans ses parcs. Universal, avec ses parcs en Californie, Orlando, Japon, Chine et Singapour, a accueilli plus de 60 millions de visiteurs en 2023, devenant la 2e plus grande chaîne de parcs à thème aux États-Unis. L'ouverture d'Epic Universe à Orlando devrait accroître ces chiffres, mais la société ne compte pas s'arrêter. Elle ouvre différents types de parcs plus petits, destinés aux familles, avec de jeunes enfants, et aux amateurs d'horreur en quête de frissons toute l'année. Et tout le monde cherche à obtenir sa part du gâteau. Parmi les parcs à thème célèbres hors des 2 grands, SeaWorld possède un atout majeur. L'emplacement. Le premier SeaWorld a ouvert à San Diego en 1964 à 2 heures de Disneyland. Le 2e parc à Orlando a ouvert en 1973, à seulement quelques minutes de Disney World. Dans les 2 cas, SeaWorld s'est positionné comme une alternative éducative moins coûteuse au parc Disney, plus cher et bondé, ainsi qu'au parc Universal, qui les rejoindrait dans les décennies suivantes. Les parcs combinent des montagnes russes à sensations fortes et des attractions familiales avec des activités éducatives sur les animaux et des spectacles mettant en scène des mammifères marins dressés. Pendant longtemps, c'était un succès, un lieu populaire aussi bien pour les vacances en famille que pour les sorties scolaires. Mais les beaux jours n'allaient pas durer. Aujourd'hui, SeaWorld gère 4 grands parcs, dont un à San Antonio, ajouté en 1988. En 2023, un nouvel emplacement a ouvert à Abu Dhabi, sous licence mais géré indépendamment par Miral. Pendant ce temps, SeaWorld sur la Gold Coast en Australie porte le même nom, mais n'a aucun lien, ce qui leur a probablement valu de nombreux appels d'avocats. SeaWorld appartient à United Parks and Resorts, qui détient aussi Busch Gardens, Sesame Place et d'autres parcs aquatiques et attractions, généralement associés à ses principaux parcs à thème. Mais le parc à thème le plus humide pourrait bien traverser des eaux agitées. United Parks and Resorts est-elle une entreprise? Cela dépend du point de vue. Elle est le 5e parc américain et le 9e mondial en fréquentation, avec 21,6 millions de visiteurs en 2023, soit moins que ses concurrents régionaux. Mais ses coûts d'exploitation sont bien moindres. La plupart de ces sites cherchent soit à accueillir le surplus de visiteurs des grands parcs, soit sont la seule option disponible dans des endroits où il n'y a pas vraiment de scène de parc à thème. Aucun des parcs n'est actuellement considéré comme étant en danger de fermeture. Cependant, le paysage des parcs à thème évolue sans cesse et certains signes inquiètent. À son ouverture, SeaWorld cherchait à se distinguer de ses concurrents dans un contexte très différent. Au départ, les parcs à thème étaient soit des parcs de montagnes russes traditionnels inspirés des fêtes foraines, soit des expériences très thématisées, lancées par Disney. SeaWorld a tenté de mêler attractions à sensations et spectacles rapprochant les visiteurs des plus majestueuses créatures marines, créant ainsi une ambiance de édutainment. Non seulement cela a fonctionné, mais c'était un phénomène. L'attraction principale, Shamu, était une grande orque qui, avec son dresseur, réalisait des sauts éclaboussant l'audience. Les orques n'étant pas éternelles, Shamu était un titre partagé par plusieurs orques. Mais tôt ou tard, les gens ont posé des questions difficiles. SeaWorld affirmait constamment que leurs animaux étaient bien traités, que les dresseurs et les animaux étaient en sécurité, et que les animaux aimaient se produire. Mais quelqu'un pouvait-il demander aux animaux? Non, ce qui a vite provoqué la colère des militants pour les droits des animaux, alors perçus comme une plaisanterie par beaucoup. Ils étaient connus pour des coups d'éclat comme jeter de la peinture rouge sur des femmes portant des manteaux de fourrure, et leurs plaintes concernant SeaWorld étaient largement ignorées par les visiteurs du parc au début. Des groupes comme People for the Ethical Treatment of Animals ou People for the Ethical Treatment of Animals manifestaient devant les portes du parc, et ils étaient considérés comme une gêne à traverser par la plupart des visiteurs. Mais ensuite, le vent a commencé à tourner, et le problème s'est avéré impossible à ignorer. Tilikum, une orque du parc d'Orlando,
est tristement célèbre pour avoir causé la mort de 3 personnes. En 1999, un homme de 27 ans a été retrouvé mort dans le bassin. Une enquête a montré qu'il était resté dans le parc après la fermeture, avait pénétré dans le bassin des orques et avait probablement été tué par la créature. C'était à propos de l'homme entré dans le bassin d'une orque tueuse. Mais c'était un signe d'avertissement, et que l'entreprise n'a pas pris en compte. En 2010, Tilikum a encore frappé. L'orque a tiré sa dresseuse, Dawn Bradshaw, dans le bassin par sa queue de cheval après un spectacle. Tilikum a continué à se produire et est mort en 2017. Même la mort d'êtres humains n'a pas arrêté le parc dans son élan. Beaucoup de gens commençaient à se demander si c'était une bonne idée de garder ces énormes bêtes imprévisibles non seulement en captivité, mais aussi de les faire se produire régulièrement avec des humains. Les choses pouvaient très mal tourner, et c'est ce qui s'est passé. SeaWorld, malgré l'approbation d'experts, avait un passé de décès d'animaux. En 2015, une jeune baleine beluga est morte soudainement au parc de San Antonio à seulement 2 ans. 2 dauphins agronnés sont morts à Orlando la même année, et un bébé beluga est décédé juste après sa naissance en 2017. Les alarmes ont retenti, signalant que ce lieu était malsain pour ces animaux, et qu'un compte à rebours pour l'entreprise avait débuté en 2013. De nombreux facteurs ont contribué au déclin de SeaWorld, mais aucun n'a eu autant d'impact que le documentaire primé Blackfish. Le film était centré sur Tilikum et suivait l'orque depuis sa capture en 1983, son séjour difficile à l'Aquarium Sealand of the Pacific en Colombie-Britannique, où un autre dresseur était décédé, jusqu'à son passage à SeaWorld. Le documentaire a repris de vieilles critiques contre SeaWorld, et en a fait un récit émotionnel fort. Il a souligné le stress et la vie plus courte des orques en captivité. Le film a été un succès critique, et il a mis la pression sur le programme d'orques en captivité de SeaWorld. Bientôt, des personnalités influentes allaient se joindre à la critique de l'entreprise. Après la sortie de Blackfish, Mattel a rompu ses liens avec SeaWorld et a retiré une poupée Barbie en édition spéciale qui représentait la célèbre blonde en dresseuse d'orques. Steve O, star de Jackass, est devenu viral avec une cascade où une orque gonflable affichait SeaWorld Craned, ce qui lui a valu 30 jours de prison et 3 ans de probation. SeaWorld a refusé de participer à Blackfish et a qualifié le film d'incendiaire. Plusieurs dresseurs et la famille du défunt Dawn Bradshaw ont jugé cette représentation des orques inexacte. Mais il ne s'agit pas toujours des faits avérés, c'est aussi une question de ressenti. SeaWorld a fait face à des années de mauvaise presse, et la société n'a rien arrangé avec ses réponses. Elle a fait face à une controverse après l'autre, et ses tentatives d'engager les fans sur Twitter ont été accueillies par un tsunami de commentaires désobligeants sur son programme animalier. Et en 2015, elle a été accusée d'avoir infiltré des espions dans des organisations de défense des droits des animaux, comme People for the Ethical Treatment of Animals. Selon les allégations, l'un de ses propres employés des ressources humaines aurait été envoyé sous couverture pour infiltrer ces groupes, afin de provoquer des tactiques de protestation plus agressives ou illégales, donnant ainsi une mauvaise image aux activistes et faisant pencher la narration en faveur de SeaWorld. La situation se dégradant, la survie du modèle économique de SeaWorld était incertaine. La société a sûrement trouvé de l'espoir auprès de l'un de ses concurrents, Gatorland, le premier parc à thème à Orlando, ouvert avant Disney. Un parc axé sur des rencontres avec l'un des prédateurs les plus redoutés. Alors, qu'est-ce qui permet à ce parc kitsch de 1949 de continuer à fonctionner sans trop de controverses? Eh bien, pour commencer, c'est en fait un refuge pour alligators. Ils rachètent et sauvent des alligators capturés. L'environnement du parc ressemble davantage à un marécage où les alligators vivraient réellement, et la majorité des spectacles au parc sont simplement des séances de nourrissage d'alligators. Ils peuvent être effrayants, mais la plupart des défenseurs des animaux affirment que les alligators sont dans un environnement bien meilleur que les animaux captifs qui se produisent à SeaWorld. Espérons seulement que ces militants ne regardent pas trop. Gatorland propose ce que SeaWorld n'a pas, des nuggets d'alligator au stand de nourriture. Les choses n'allant pas mieux, un changement était nécessaire. En 2016, SeaWorld a annoncé la fin de l'élevage et des spectacles d'orques dans son parc. Le parc a recentré son attention sur des rencontres animales plus éducatives, permettant aux visiteurs de les voir dans des environnements sûrs et d'assister à leur nourrissage. SeaWorld Orlando, le parc principal de la société, présente une exposition de manchots, une sur l'Arctique avec belugas, morses et phoques, ainsi que des spectacles éducatifs avec dauphins et otaries. Il y a aussi une rencontre avec les orques, conçue pour être plus sûre à la fois pour le dresseur et pour la baleine. Et c'est toujours un bon endroit pour observer des espèces marines rares, mais l'objectif a clairement changé. Et ce qu'ils ont ajouté à la place, c'est de l'adrénaline. SeaWorld s'est recentré sur ses parcs d'attractions,
après avoir réduit ses activités axées sur les animaux. Le parc d'Orlando compte désormais 8 montagnes russes, ainsi qu'une paire d'attractions aquatiques à sensations fortes, et plus d'une douzaine d'attractions familiales. Le parc se visite en une journée, même sans intérêt pour les expositions animales. Mais cela reste une fraction du nombre d'attractions que l'on peut trouver dans les grands parcs concurrents situés juste à côté. De même, les petits parcs de San Diego et San Antonio ont renforcé le développement de leurs montagnes russes. Cependant, la situation de la société dépasse largement ces 3 parcs. Nous sommes à l'ère des empires des parcs à thème, et si vous visitez un parc à thème local, il y a de fortes chances qu'il appartienne à un conglomérat multinational. SeaWorld ne se limite plus à ses débuts. La société s'est récemment tournée vers des expériences uniques, absentes de la plupart des autres parcs. Discovery Cove, un petit parc à thème près d'Orlando, permet aux visiteurs de vivre une expérience plus personnelle avec les animaux, notamment en nageant avec un dauphin à gros nez. Le parc axé sur la nature ne propose aucune attraction, mais il contient des dizaines de sentiers et d'expositions d'animaux conçus pour ressembler à un voyage dans un paradis tropical. Il a reçu de bonnes critiques des amoureux des animaux, mais reste l'expérience la plus chère et exclusive de United Parks, n'admettant que 1300 personnes par jour. Aujourd'hui, les licences sont essentielles pour construire un empire de parcs à thème. Les personnages connus attirent le public. Évidemment, Disney met aussi en avant ses propres personnages dans ses parcs. Universal possède de fortes franchises internes comme Jurassic Park et des licences telles que Harry Potter. Six Flags, axé sur les montagnes russes, a utilisé ses liens avec Warner Bros. Pour attirer les héros Detective Comics et les Looney Tunes. United Parks n'a aucun lien avec un studio de cinéma, mais ils ont réussi à obtenir une grande licence, Sesame Street. Les personnages adaptés aux enfants animent les attractions de SeaWorld et occupent un rôle central dans les parcs Sesame Place, à Langhorne et San Diego. Ces parcs offrent souvent des rencontres avec les personnages, des attractions, des jeux d'eau et quelques montagnes russes douces, pensées pour rester abordables pour les familles. L'avenir de United Parks pourrait ne pas dépendre de SeaWorld. Les 2 principaux parcs de la société sont éloignés de tout autre parc à thème et ont été créés avant l'intégration de SeaWorld dans le portefeuille de l'entreprise. À l'origine, Busch Entertainment Corp possédait la société et a lancé des espaces verts nommés Busch Gardens pour promouvoir son produit. La plupart ont disparu, mais 2 ont été transformés en parcs à thème très réputés. Busch Gardens. Tampa, ouvert en 1959, est un parc à thème africain mêlant animaux sauvages et montagnes russes. Busch Gardens, Williamsburg, ouvert depuis 1975, s'inspire des villages européens et offre nourriture, musique, attractions et expositions d'animaux thématiques. Comment ces 2 parcs ont-ils évité les erreurs de SeaWorld ? Ces 2 parcs respectent principalement les normes des zoos. Les animaux africains de Busch Gardens Tampa ne sont pas là pour se produire, bien qu'il soit possible d'interagir avec eux. Les animaux de Busch Gardens Williamsburg sont domestiques, comme les chevaux Clydesdale, ou recueillis, tels que loups et pigargues à tête blanche vivant dans un sanctuaire. Les visiteurs observent les animaux et les découvrent, tandis que les organismes de certification valident régulièrement leur traitement dans ces établissements. Alors, est-ce que c'est l'avenir de United Parks ? De nombreux problèmes peuvent empêcher l'entreprise de reproduire son succès. D'une part, les 2 parcs sont très grands et très élaborés. Pour un parc de cette taille, United Parks aurait besoin d'un gros investissement, d'un thème inédit et d'un site adapté. L'emplacement n'est même pas idéal pour l'un de ces parcs. Busch Gardens Williamsburg se trouve en Virginie, ce qui signifie qu'il fait assez froid en hiver. La plupart des attractions sont fermées à cette période, le parc n'ouvrant que pour des événements spéciaux, notamment son célèbre Christmas Town, l'une des meilleures attractions de Noël du pays. Et même si ces parcs peuvent sembler spéciaux, beaucoup de gens disent donc que le monde moderne s'y infiltre un peu trop. De nombreux problèmes de l'entreprise concernent le service client. Et bien que ce ne soit pas la pire, les avis montrent qu'elle est loin d'être la meilleure. Les parcs appartenant à des entreprises rencontrent souvent des problèmes similaires. SeaWorld et Busch Gardens ont été critiqués pour le sous-effectif causant des fermetures, des montagnes russes similaires et des souvenirs et repas très chers. Les parcs sont également récemment passés au paiement sans espèces, ce que de nombreux visiteurs décrivent comme une contrainte. Malgré cela, ces parcs ont la meilleure réputation du portefeuille United Parks. Est-ce assez pour préserver la santé de l'entreprise ? Tout se résume à un mot, la concurrence. Avec 7 parcs nationaux, United Parks est actuellement l'une des plus grandes chaînes du pays. Mais seuls 3 de ces parcs, SeaWorld Orlando,
SeaWorld San Diego et Busch Gardens Tampa Bay figurent parmi les 20 parcs les plus visités d'Amérique du Nord. En combinant ces trois-là, on atteint environ 13,5 millions de visiteurs en 2023, soit moins que le Magic Kingdom ou Disneyland séparément. En ajoutant les autres parcs, United Parks atteindra probablement ses 21 millions de visiteurs annuels, mais cela reste une fraction comparée à certains autres, et leurs concurrents cherchent à faire de grands pas rapidement. Disney et Universal sont peut-être confortablement installés en tête du classement, mais aucun des deux ne se repose sur ses lauriers. Universal a concentré la majorité de ses efforts sur son nouveau parc à thème Epic Universe, mais propose également de nouvelles montagnes russes, de haut niveau, qui arrivent bientôt, ainsi qu'un mini-parc adapté aux enfants à Frisco, au Texas. Disney n'ouvre pas de nouveaux parcs aux États-Unis, mais prévoit d'ajouter de grandes zones, dont des attractions Indiana Jones, Cars et des méchants Disney en Floride. Leurs chaînes rivales veulent s'allier. L'un des plus grands bouleversements dans le monde des parcs à thème depuis des décennies a eu lieu en 2024, lorsque les deux plus grandes chaînes de parcs d'attractions à montagnes russes du pays ont uni leurs forces. Cedar Fair, avec 26 millions de visiteurs en 2023 et Six Flags, avec 22 millions, ont fusionné sous le nom Six Flags, dirigé par l'équipe de Cedar Fair. Si leur fréquentation reste stable, ils se situeraient juste après Disney et Universal parmi les chaînes américaines. Six Flags a connu de graves difficultés financières dans les années précédant la fusion, et l'entreprise a fait face à des controverses pour avoir fermé certaines montagnes russes emblématiques. Ils ont fermé un de leurs 42 parcs d'attractions et aquatiques pour réduire les coûts. Mais il ne fait aucun doute que cela en a fait un géant dans le monde des parcs à thème, et même certains des plus petits concurrents commencent à bouger. Même si aucun n'attire autant de visiteurs que les parcs Disney ou SeaWorld, certains des parcs les plus réputés sont loin des sentiers battus. Silver Dollar City, sur le thème du Far West, et Dollywood, hommage à Dolly Parton et à l'Appalachie, appartiennent à Herschend Family Entertainment. La société possède également les parcs Wild Adventures et Kentucky Kingdom, ainsi qu'un aquarium dans le New Jersey. Apprécié des fans, il n'était pas vu comme un acteur majeur des parcs à thème avant début 2025 quand ils ont racheté les actifs américains de Palace Entertainment, société espagnole, acquérant plus d'une douzaine de parcs, dont le célèbre Kennywood près de Pittsburgh. Et puis, soudainement, ils sont passés du statut de petit outsider à celui de poids lourd, ce qui laisse probablement beaucoup de monde chez United Parks se demander quelle est la prochaine étape. United Parks reste solide parmi les 5 principales chaînes de parcs à thème américain, mais ces chiffres globaux ne sont pas très encourageants. Ils ont déclaré 21,6 millions en 2023, soit une baisse de 1,5% sur un an. Cela s'explique en partie par la pandémie de Covid-19 qui a interrompu les voyages vers les parcs à thème pendant un certain temps et a provoqué des répercussions dans l'industrie du tourisme dont elle ne s'est jamais vraiment remise. Ce n'est pas le cas partout. Alors que Six Flags a baissé, d'autres chaînes ont progressé. Cedar Fair a enregistré 5 millions de visiteurs annuels. Disney a gagné 23 millions de visiteurs. Et Universal a presque triplé sa fréquentation avant même qu'Epic Universe n'ouvre ses portes. Cela pourrait être un problème spécifique à SeaWorld, pas au parc à thème en général. La fréquentation des deux parcs Busch Gardens est restée stable, Williamsburg restant le 20e parc le plus visité du pays, bien qu'il ne soit pas ouvert toute l'année. SeaWorld Orlando a enregistré une forte baisse, passant de 5,8 millions en 2009 à 4,3 millions en 2023 après le Covid. San Diego a aussi baissé, de 4,2 à 3,9 millions. La tendance est claire et met de plus en plus l'équipe de United Parks devant une question difficile. Qu'est-ce qu'ils font mieux que n'importe qui d'autre? Disney est réputé comme le meilleur parc familial mondial. Universal vise à devenir le parc à thème le plus immersif avec des attractions innovantes, tandis que les parcs phares de Herschend Family Entertainment se distinguent par leur ambiance rustique, leur nourriture et leurs souvenirs uniques. Et si vous êtes surtout intéressé par voir jusqu'où un grand 8 peut repousser les limites de l'endurance humaine, Six Flags a ce qu'il vous faut, avec des montagnes russes de plus en plus extrêmes chaque année. Et si SeaWorld n'arrive pas à résoudre ce problème, la chute pourrait continuer. SeaWorld et ses parcs associés souffrent d'avoir un peu de tout, mais de n'être les meilleurs dans rien. Si quelqu'un veut voir une exposition d'animaux et se soucie du bien-être des animaux, il choisira probablement un zoo ou un aquarium certifié, un endroit où l'accent est davantage mis sur des environnements de vie naturelle. S'il cherche des sensations fortes, d'autres parcs locaux offriront sûrement plus d'attractions et de folie que leur SeaWorld. Et même si un
rue Sésame à un large public, il n'est pas certain que Grover et Macaron le glouton puissent rivaliser avec Mickey et les Mignons, ce qui signifie que la direction envisage sans doute de grands changements. Les principaux parcs de United Parks ont récemment introduit de grandes nouveautés, avec SeaWorld et Busch Gardens ajoutant presque une montagne russe chaque année. Mais même si la plupart de ces nouvelles montagnes russes sont bien accueillies, ces nouvelles attractions attirent surtout les mêmes amateurs de sensations fortes qui viennent déjà. Elles ne changent donc pas la situation. Tandis que Six Flags développe ses parcs et que Airshade émerge comme une force dans les parcs à thème, la place de United Parks sur le graphique devient plus fragile. Ce qui signifie que s'il ne trouve pas rapidement cette nouvelle identité de marque, SeaWorld pourrait bien se diriger,